Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le Mali et l'Algérie scellent leur coopération et comptent aller de l'avant. La visite du ministre des Affaires étrangères algérien au Mali depuis mardi dernier, porteur d'un message du président Abdelmadjid Tebboune pour son homologue malien Assimi Goïta. Cette visite a été l'occasion pour les deux pays de passer en revue les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays, tant économiques que commerciales. Sur le plan sécuritaire et politique, l'Algérie, dira Ahmed Attaf, partage les mêmes craintes que le Mali et que les efforts sont déployés pour relancer les échéances électorales et permettre au Mali de se remettre sur les rails et relancer les accords d'Alger de 2015. Cette visite revêt une importance particulière à plus d'un titre, d'autant qu'elle intervient dans un contexte assez tendu dans la région, notamment avec les derniers développements déplorables de surcroît au Soudan. Nous allons parler du rôle stratégique que jouent ces deux pays que sont l'Algérie et le Mali dans la région et l'importance d'un autocentrage des pays africains sur leurs propres problèmes et dans le règlement des crises afin d'éviter justement les pires scénarios de manipulation et d'ingérence aux conséquences incommensurables. Nous accueillons donc avec beaucoup de plaisir pour le décryptage de ce soir Hassan Qassemi, spécialiste des questions internationales et sécuritaires. Monsieur Qassemi, bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonsoir, mes respects madame, c'est un grand plaisir d'intervenir sur la chaîne de télévision algérienne Al-24. Plaisir partagé, M. Qassemi. Nous accueillons également avec beaucoup de plaisir M. Gamal Abina. Il est avec nous par Skype depuis Paris et il est expert en questions internationales. M. Gamal Abina, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour votre invitation à nouveau. C'est toujours plaisir. Merci à vous. Alors, M. Qassemi, pour commencer, porteur d'un message, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a évoqué plusieurs sujets relatifs aux questions de l'heure et l'impératif d'y faire face. Comment peut-on y faire face, M. Qassemi? Vous savez que le monde actuellement vit sur un véritable volcan. Alors, dans pratiquement toutes les régions sur lesquelles il y a des crises et des conflits, nous avons des situations qui sont en train d'évoluer dramatiquement et dangereusement. Alors, l'activité diplomatique de l'Algérie sur le plan régional et sur le plan continental, vous la connaissez, elle est intense. Et un suivi très fort de la part du président de la République de l'évolution de la situation, aussi bien dans le Maghreb, au Moyen-Orient, dans le Sahel et sur le continent. Alors, la première visite qui a été faite par notre ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, a été pour le Mali. Il a été reçu par les plus hautes autorités de l'État de ce pays et du chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, par le Premier ministre aussi. Et bien sûr, il y a eu un marathon de réunions qui se sont déroulées et pour lesquelles on pourrait peut-être maintenant ou tout à l'heure, je ne sais pas, examiner un peu les principales problématiques qui se posent concernant le Mali. Maintenant, si je dois commencer par le premier point, bien sûr, c'est le renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Et là, croyez-moi que l'Algérie est en train de s'investir de manière très forte en mobilisant beaucoup de moyens financiers, beaucoup de moyens matériels. Il y a bien sûr, entre l'Algérie et le Mali, il y a une projection d'avenir commune compte tenu de la situation qui prévaut à nos frontières. Alors, au cours de cette visite très importante de notre ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, s'est réuni avec le Premier ministre Maïga, en présence du ministre de la Défense, du ministre de la Réconciliation nationale. Et là, ils ont examiné en commun un certain nombre de projets très importants et stratégiques. Oui. Alors, vous devez savoir que l'Algérie est en train d'investir dans des secteurs très importants, pour le Mali d'ailleurs, pour le secteur des hydrocarbures, des télécommunications, de la fibre optique, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, dans le transport maritime et dans la réalisation de projets de solidarité au nord du Mali. Alors, c'est des décisions qui ont été prises par le président de la République de manifester la solidarité de l'Algérie à l'égard du Mali.
Alors, cette réunion a permis aussi de faire le suivi et de la réalisation d'un certain nombre de projets, notamment à Kidal et dans certaines régions également du nord du Mali. Alors là, il y a eu des points très très importants sur lesquels il y a eu un renforcement de point de vue et les deux parties ont convenu d'aller vers, pour donner beaucoup plus de poids aux mécanismes de coopération qui ont été mis en place entre les deux pays, à savoir la grande commission mixte algéro-malienne, le conseil bilatéral stratégique algéro-malien et le conseil d'hommes d'affaires algéro-malien dans le but de booster pour l'avenir la coopération, le développement et la croissance de tout cet espace sahélo-saharien. Bien sûr, il y a une vision stratégique pour suivre de manière permanente l'évolution globale de la coopération bilatérale entre les deux pays. Bien sûr, il y a eu d'autres problèmes qui ont été examinés, peut-être qu'on pourra tout à l'heure les aborder le moment venu. Oui, très bien. Alors, Monsieur Qassimi, on l'aura compris que la coopération pourrait effectivement servir pour le développement et donc pour constituer comme une sorte de frein à beaucoup de dépassements. Gamal Abina, la coopération étroite et les plans de développement justement proposés par l'Algérie peuvent-ils constituer aujourd'hui un frein à l'interventionnisme dans cette région et dissuader peut-être les velléités des groupes armés terroristes qui sont nourris par le banditisme, l'opportunisme politique et autres? Il y a plusieurs éléments. La question de l'interventionnisme, effectivement, se caractérise par des interventions militaires, malheureusement, ou des influences militaires internationales. On sent bien que le Mali est devenu un enjeu géopolitique qui oppose en gros les forces occidentales à la Russie, qui a envoyé sur place des coopérants militaires pour former les soldats maliens et qui a surtout équipé l'armée de moyens offensifs, que ce soit des avions de combat, des hélicoptères et des blindés au sol. Donc le Mali a choisi son camp, il a choisi de se débarrasser de cette espèce de tutelle, un petit peu cette chatte de plomb de l'ancienne puissance coloniale, d'ailleurs qu'il a chassé littéralement en termes militaires, puisqu'il n'y a plus de présence française militaire sur place. C'est cette fameuse opération Berkane qui avait débuté en 2013 et qui n'a pas donné grand-chose en substance, qui s'appelait Serval au démarrage d'ailleurs, il faut le rappeler. Le Mali, c'est un pays qui pose problème dans la mesure où c'est un pays qui est immense, 1 200 000 km², avec à peu près 18 millions d'habitants, avec un PIB, 22 millions d'habitants, excusez-moi, et un PIB de 18 milliards de dollars, donc un PIB très faible, et en substance, ça surprend dans la mesure où, avec un pays aussi important où le Nord, c'est très équilibré, très, très, très désertique, c'est là où s'expriment le plus les mouvements séparatistes et djihadistes, et le Sud, beaucoup plus irrigué, puisqu'on sait qu'il y a des fleuves qui irriguent bien la région, et beaucoup plus clémente, eh bien, il y a un déséquilibre régional, un déséquilibre de partage de richesses, puisque 2% des richesses du pays vont dans le nord pour 98% dans le sud, et surtout, là où il n'y a pas de richesse, il y a forcément un creuset pour les mouvements de violence, des mouvements djihadistes, des mouvements séparatistes comme l'Azawad. Tous ces éléments sont ravisés avec acuité depuis 2015, depuis les accords d'Alger, puisque manifestement, malheureusement, il n'y a pas d'entente entre le nord et le sud. Donc il est vrai que l'interventionnisme, s'il doit exister, c'est l'Algérie qui le propose, ce serait une intervention d'abord de bons offices, faire en sorte de rapprocher les points de vue des antagonismes du nord et du sud, puis surtout une intervention militaire, économique, excusez-moi, oui. Investir dans l'outil de production, investir dans l'extraction minière, parce qu'on exploite beaucoup de minerais d'or au Mali, c'est le 3e exportateur africain, mais pour le reste, en vérité, c'est un pays qui est resté sous-développé pour des raisons qu'on a bien comprises, à savoir garder sous tutelle un pays, continuer à l'alimenter en produits manufacturiers qui viennent d'Occident. Oui. Donc ces questions sont posées avec l'Algérie, qui propose effectivement, ça vient d'être dit à l'instant, un investissement massif et surtout une démarche qui est un peu plus proactive, qui est un peu plus saine, à savoir faire en sorte que le pays devienne autonome et puisse au moins avoir ses capacités de création de richesses locales pour éviter effectivement les dérives qu'on observe aujourd'hui. Alors, messieurs, je vous propose d'écouter M. Attaf qui s'exprimait justement lors de cette visite sur les inquiétudes des pays de la région, sur ces phénomènes qui s'installent dans cette région, à savoir l'instabilité. Et on l'écoute et on revient au débat. Je crois que nous partageons la même préoccupation, nous partageons les mêmes analyses, nous partageons les mêmes réflexions sur la gravité de la situation sécuritaire dans la région du Sahel. Il y a entre nous une coopération bilatérale particulièrement efficace qui est en place pour réadapter ce cadre multilatéral de coopération et de lutte contre l'insécurité et l'instabilité dans la région.
Alors l'instabilité dans la région est devenue un facteur, M. Qassimi, de préoccupation et de sous-développement dans la région. Que faut-il faire justement pour contrecarrer ce phénomène, mais alors de manière très pragmatique? Vous savez que notre ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, un ancien diplomate qui sait ce qu'il dit et qui a une grande expérience dans le domaine, a mis le doigt sur la plaie. Vous savez que l'insécurité et l'instabilité se développent malheureusement de manière dramatique un peu partout sur le continent africain. Maintenant, pour parler du Sahel, vous devez savoir qu'il y a de cela quelques mois, l'ex-président du Nigeria, Buhari, avait annoncé que des armes de l'Ukraine sont arrivées au lac Tchad. Donc, il y a une volonté de vouloir ramener des quantités très importantes comme cela s'est produit durant la décennie 2010-2011 quand il y a eu l'effondrement de l'État libyen. Il y a eu tout l'arsenal libyen qui a été transféré vers le Sahel et vers certains pays qui connaissent actuellement une situation sur le plan sécuritaire, délétère et instable. Et là, avec l'arrivée de nouvelles armes, ça veut dire que le terrorisme, que la criminalité, que le banditisme va encore se développer encore plus et va encore sévir de manière plus violente au niveau de beaucoup de territoires dans le Sahel et en Afrique. Et là, notre ministre des Affaires étrangères met en garde, bien sûr, met en garde au sujet de ce phénomène qui est en train de menacer la sécurité des États, la stabilité des États. Et là, vous devez savoir aussi que, actuellement, nous assistons à un regain d'activité très fort, très important, de le GSI, l'État islamique du Grand Sahara. Et là, dernièrement, nous avons assisté à des attaques très fortes de l'État islamique du Grand Sahara, et ce qui a permis dernièrement le contrôle de la ville de Tiderment. La ville de Tiderment qui est située à quelques encablures de la localité de Ménaka, à 10 km de Ménaka, qui est aussi une grosse ville. Et il y a maintenant des ambitions de l'État islamique de vouloir contrôler tout le nord-est du Mali. Donc la situation s'aggrave. J'ai la conviction, la ferme conviction, que c'est des points qui ont été discutés entre notre ministre des Affaires étrangères et les autorités maliennes. Et là, il y a eu un peu cette volonté de vouloir un peu renforcer le rôle du comité d'état-major opérationnel, le CEMO, dont le siège se trouve à Tamanrasset. C'est un cadre idéal, multilatéral, de coordination, de lutte contre toute forme de menace, bien sûr, l'insécurité et la stabilité. Donc, le CEMOC doit se redéployer au niveau régional, au niveau du Mali, et c'est un mécanisme de me permettre aussi d'échanger des informations en matière de renseignement, de coordination, et bien sûr de mettre en place les stratégies, les politiques de lutte contre l'arrivée de nouveaux acteurs subversifs sur le terrain. Bien sûr, la situation concernant le développement de la situation au niveau du Soudan a été sans aucun doute examinée par notre ministre des Affaires étrangères avec les autorités maliennes, et vous devez savoir que quand on est en présence d'une situation aussi grave portant atteinte à la sécurité et à la stabilité d'un pays limitrophe et voisin, les conséquences collatérales ne se font pas attendre, et voilà, il y a l'ouverture de nouvelles foyers de tension, de nouveaux foyers de tension et de nouvelles perspectives d'instabilité de toute une région. Si on doit ajouter à cela une superposition de conflits et de crises dans toute la région, et là, croyez-moi, que nous allons au-devant de situations très très dures à prendre en charge pour l'avenir immédiat.
Oui, alors Gamal Abina, le Mali a décidé de prendre son destin en main il y a quelques mois. Même chose donc pour le Burkina Faso, le pays voisin ou la Guinée. Mais depuis, la région de plus en plus sujette aux attaques terroristes et on l'a constaté avec le nombre d'attaques contre les civils, mais également contre des militaires. Faut-il établir des liens de cause à effet aujourd'hui avec ce qui se passe également dans la sous-région, y compris ce que vient de dire donc Qassimi, les développements ou les dernières évolutions du terrain au Soudan? Non, le Soudan, c'est quasiment enfin, il y a une problématique commune, effectivement, parce que le Soudan est partagé entre deux antagonismes, deux généraux, l'un qui est pro-russe, puisqu'il a voulu faire une base. Mais je parle beaucoup plus de déstabilisation de certains pays qui sont donc un petit peu, qui forment la bande du Sahel. Tout à fait, parce que le pro-russe, qui est au pouvoir actuellement, s'oppose à un pro-américain qui est clairement dans une démarche de déstabilisation du pouvoir soudanais. On retrouve le même schéma, que ce soit au Mali, au Burkina. Évidemment, ces pays-là ont décidé de prendre leur destin en main en faisant des coups de force militaires. Donc souvent, quand on parle de militaires, on pense à un junte militaire, mais c'est surtout un coup de force qui est appuyé par la population. Les gens sont heureux de voir les militaires prendre le pouvoir, parce qu'il y a un homme qui est un véritable une icône dans la région, qui s'appelle Thomas Sankara, qui avait pris le pouvoir, c'était un militaire aussi, et qui a transformé littéralement son pays parce qu'il a cherché la souveraineté économique de son pays. Alors il y a un aspect aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le Mali, qui est un immense pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, partage quand même cette commune de frontière avec l'Algérie. Eh bien, il y a une porosité qui fait que les groupes qu'on appelle djihadistes, donc en gros des groupes de combattants qui se battent au nom d'islam, selon eux, eh bien ces groupes passent d'une frontière à l'autre. Ils ont perdu le terrain sur l'Algérie, on l'a bien compris, et ils se retrouvent face à un État qui est en difficulté économique, c'est une chose, mais surtout militaire, qui n'a pas de grands moyens, peu de renseignements, peu d'ancrage dans le nord, puisqu'il y a toujours cette histoire d'Azawad qui est en sécession avec le pouvoir central, et qui a profité à plein de ce vide politique et juridique pour pouvoir s'installer et faire des coups de force. J'ai envie de dire que c'est vrai que lorsque ces pays commencent à prendre des alliances avec les Russes, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien la question russe qui se pose, eh bien ces pays voient une accélération des actes désespérés de terrorisme parce que les groupes terroristes en question savent qu'en face d'eux, ils ont des gens déterminés, le pouvoir malien, les FAMA, les forces armées maliennes, et surtout le soutien logistique, militaire et opérationnel des Russes qui, lorsqu'ils vont attaquer dans des régions où ils sont encore présents, frappent très dur et très fortement, ils ne font pas de cadeaux. Donc c'est ces questions qui se posent, et évidemment de l'autre côté, eh bien, il y a l'Occident, inquiet de voir l'arrivée en sorte que le Mali du Nord et du Sud puissent à nouveau enfin se parler et surtout vivre en bonne intelligence pour enfin développer ce pays et sortir de l'ornière, de sortir de ce sous-développement qui a été, on le sait très bien, entretenu pendant 60 ans par l'ancienne puissance tutélaire coloniale. Oui, très bien, Gamal. D'autant plus que l'Algérie n'est pas du tout un pays hégémonique et encore moins expansionniste. Donc, s'il y a vraiment un pays qui doit jouer un rôle dans la région du Sahel, c'est bien l'Algérie, parce qu'il n'a pas vraiment de visée expansionniste. Monsieur Qassimi, alors les accords d'Alger de 2015 ont été remis au goût du jour. Et il est temps de rappeler donc les clauses, puisque de toute façon, on en parle de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en tous les cas, l'essentiel, quelques clauses essentielles sur lesquelles sont bâtis ces accords d'Alger, pour mieux comprendre, il faut le dire, pourquoi l'idée est de plus en plus évoquée en ce moment, et par les Maliens, et par les Algériens, et par l'Union africaine également? Vous savez, l'accord d'Alger qui a été signé en 2015, vous savez, un accord n'est jamais parfait. Il y a un certain nombre de clauses qui ont été, sur lesquelles il y a eu l'unanimité et sur lesquelles il y a eu adhésion de toutes les parties. Parmi d'abord la clause la plus importante, c'est d'abord de garder et de maintenir et de préserver l'unité de la nation malienne, d'aller vers une refondation politique des institutions et de l'État et de faire participer de manière plus effective le nord du Mali qui a été pendant des décennies malheureusement marginalisé en tout point de vue, sur le plan politique, sur le plan économique. Et là, cela a abouti, comme vous le savez, bien sûr, à des rébellions qui se sont terminées malheureusement par des combats fratricides. Et là, vous savez, quand le chaos s'installe et le désordre s'installe, ce sont des facteurs qui renforcent un peu et facilitent un peu les interventions étrangères qui rendent encore la situation plus difficile, plus grave et ingérable. Plus complexe. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye, un pays qui a été détruit, des forces étrangères massives qui se sont installées dans le pays, et c'est le même cas qui est en train de se développer actuellement au Soudan.
Et malheureusement, au Soudan, nous avons bien sûr de très très fortes interférences et de nouveaux, bien sûr, plans subversifs devant déstabiliser pas uniquement le Soudan. Il y a dans l'œil du cyclone un autre pays très très important qui est visé, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, son rapprochement avec l'Iran et avec la Chine et avec la Russie, les Américains et l'antiterrorisme vont lui faire payer très cher. Bien sûr, nous risquons, pourrons imaginer toutes les hypothèses, mais les pires seraient que le même scénario qu'on a fait subir au roi Faisal, souvenez-vous, le fameux embargo pétrolier durant les années 73 qui a été déclenché et qui a mis à genoux pratiquement toute l'Amérique et toute l'Europe. Donc là, on peut se retrouver dans un scénario identique où on risque de voir le prince héritier Ben Salman soit éliminé, soit écarté du trône. Et là, vous savez qu'il y a actuellement des travaux qui sont en train de se réaliser sur le terrain. Je vais vous donner un exemple, pour vous dire que tout est interdépendant, ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe en Libye. Et c'est le rapprochement, bien sûr, de l'Arabie Saoudite avec la Chine et l'Iran. Ce sont des phénomènes qui ont des conséquences très très importantes sur le plan un peu de la géostratégie des espaces socio-économiques et politiques. Et là, vous savez que actuellement, il y a eu en janvier 2023, souvenez-vous, il y a eu la première réunion du sommet du Forum de Negev. Le Forum de Negev, c'est la réunion des pays normalisateurs. Et dans l'objectif, il y a eu une première réunion, une deuxième réunion, puis une troisième réunion qui doit se tenir au Maroc probablement. Bien sûr, le Barzan a toujours agi pour un peu provoquer un peu son voisin, l'Algérie, pour essayer et aussi pour défier un peu la communauté internationale et organiser cette réunion à Dakhla. Brièvement, Monsieur Qassimi. Donc, vous savez que ce qui se passe actuellement au Mali, on n'est pas aussi sorti de l'impasse. Il y a des partis qui ne sont pas, il y a des acteurs qui ne font pas partie des accords d'Alger, qui tentent et qui essayent de remettre en cause et remettre à plat les accords d'Alger, revenir à la case de départ. Ce sont les mêmes acteurs qui continuent à considérer les autorités de transition maliennes comme une junte, qui font actuellement un travail vraiment de coulisses dans le but d'aggraver la situation au niveau du Mali. Maintenant, le risque qu'on pourrait éventuellement craindre le plus, c'est que les milices de Hamidati, qui est un véritable mercenaire, vous savez, qui est à la tête de plus de 100 000 hommes, risque d'envoyer ses troupes, comme il l'a fait au Yémen, comme il l'a fait en Libye, d'envoyer ses troupes au nord du Mali et d'encourager la reprise des armes, bien sûr, contre le gouvernement contre Bamako et contre les forces militaires maliennes. Merci, Qassimi. Monsieur Gamal Abina, alors je vous demanderai de conclure, mais juste en 2 mots parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Simplement, rapidement, c'est que, effectivement, ça vient d'être souligné, le rapprochement Arabie-Iran n'est pas un rapprochement anodin, c'était fait sous l'égide de la Chine, simplement parce que ces deux pays qui ont tous les deux des intérêts personnels à régler, l'Iran sortir de l'impasse et puis l'Arabie et sortir de la guerre du Yémen, ont aussi un objectif. Ils sont tous les deux demandeurs de rentrer dans les BRICS. Donc la Chine a tout intérêt à faire que ces deux grandes puissances pétrolières et gazières puissent rentrer fraternellement dans les BRICS pour contrebalancer le pouvoir hégémonique occidental. Il est vrai que le Mali fait partie de cette grande carte géopolitique qui est en train de se rebattre depuis le 24 février 2022 avec la Russie qui est aux avant-postes, tout simplement. Donc c'est la guerre froide qui est de retour, malheureusement. Merci beaucoup, Gamal Abina. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Vous étiez avec nous depuis Paris par Skype. Merci également à Hassan Qassimi, qui est donc spécialiste en questions internationales, en géopolitique et sécurité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Politique. Au revoir.